Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Imo Expresso Podcast où, comme à l'habitude, on va aborder un sujet en immobilier. Je me présente Mathieu Vachon, votre animateur courtier immobilier chez Royal Lepage. Aujourd'hui, le sujet du jour va être de comment trouver un deal en immobilier. Parce que trop souvent, on a l'impression que des deals, ça n'existe plus ou c'est très difficile à trouver, eh bien, aujourd'hui, je vais aborder quelques astuces qui vont vous permettre de trouver un deal immobilier et puis comment aller chercher. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner un atout majeur, comment négocier dans votre promesse d'achat autre que le prix, si c'est le prix le plus bas que vous recherchez. Tout d'abord, la première chose qu'il va falloir faire lorsqu'on recherche un deal, bien sûr, il va falloir identifier les types de deals. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas tous les deals qui sont pareils. Parfois, on va avoir des gens qui sont obligés de vendre et qui sont très pressés de vendre. Ces deals-là vont falloir qu'on les aborde d'une différente manière que quelqu'un qui est zéro dans l'obligation de vendre et qui n'est pas pressé de vendre. Trop souvent, je vais aborder des gens qui vendent par eux-mêmes et puis ils vont me dire: «Ah, moi, Mathieu, je suis pas pressé de vendre». Eh bien, il va pas falloir aborder de la même manière qu'on aborde ce genre de personnes-là, ceux qui ont besoin de vendre rapidement. La première chose, comment repérer quelqu'un qui doit vendre rapidement? Eh bien, les prix souvent vont être très agressifs. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est être très alerte sur le marché pour voir les nouvelles propriétés qui apparaissent à tous les jours. Il ne faut pas attendre encore là plusieurs semaines avant de trouver une propriété. Il faut regarder à tous les jours, voir l'évolution du marché. Quelle propriété est apparue de nouveau? Quelle propriété a fait une baisse de prix? Donc, il va être très intéressant de voir, est-ce que, moi je regarde, mettons, un marché particulier, Mascouche, Terrebonne, et puis je vois justement toutes les propriétés qui apparaissent nouveaux à Mascouche, Terrebonne, donc j'ai une petite idée de combien vaut les prix, combien vaut les maisons actuellement dans ce marché-là, dans la gamme que je recherche. Donc, on reste très alerte, on voit l'inventaire bouger, on voit les nouvelles propriétés qui apparaissent, et puis, il va être très important de voir les modifications de prix. En regardant à tous les jours, non seulement on va voir les nouveautés, mais on va voir aussi les propriétés qui vont baisser leur prix peut-être une fois, deux fois, trois fois. Donc, lorsqu'on voit une propriété qui baisse son prix, ça peut être signe de plusieurs facteurs. Ça peut être un signe il n'y a eu aucune visite lors des derniers jours. Donc, les vendeurs sont assez rapides et veulent être proactifs, donc vont faire une baisse de prix. Ça peut être un autre signe aussi que justement les vendeurs doivent vendre rapidement et s'ils ne s'entendent pas avec les acheteurs actuels, vont peut-être être tentés de baisser le prix ou bien, encore une fois, ils n'ont pas de visite, donc on va baisser le prix. Deuxième chose, comment repérer ces acheteurs, ces vendeurs-là, excusez-moi, qui veulent absolument vendre rapidement? Eh bien, dans les annonces de vente, on va pouvoir remarquer des dates très précises de quand ils désirent passer chez le notaire pour l'acte de vente, ainsi que la prise de possession. Une des astuces, on peut voir justement si la prise de possession et l'acte de vente sont, par exemple, OK, on est actuellement le 19 novembre, et puis la prise de possession ainsi que l'acte de vente doit se faire, par exemple, le 19 janvier. Eh bien, on peut en déduire que le vendeur veut quand même vendre d'ici le 19 janvier. Donc, il va falloir qu'il accepte peut-être une promesse d'achat, peut-être plus à la baisse, si ces dates sont respectées. Donc, super important. Des fois, on pourrait même remarquer une petite différence
entre la date de prise de possession et l'acte de vente. Ce qui voudrait dire que le vendeur, peut-être qu'il peut seulement prendre possession de la propriété à une date X qu'il a déjà achetée. Et puis, si les dates sont très rapprochées, par exemple, OK, c'était pas le 19 janvier, mais ça serait le 19 décembre, on est le 19 novembre, on s'entend qu'il va falloir qu'ils vendent très rapidement, étant donné que réaliser les conditions d'une offre d'achat acceptée peuvent prendre parfois entre 14 et 21 jours. Donc, il va falloir qu'ils acceptent une promesse d'achat dans la semaine qui va suivre ou les 2 semaines qui vont suivre s'il veut justement réaliser sa vente pour le 19 décembre. Sachant aussi que les notaires sont très rigoureux pour les dates lorsqu'on veut réserver, peuvent demander parfois 3 à 4 semaines une fois que le financement final est obtenu d'avance, justement pour réserver la date au notaire. Donc, encore une fois, il va falloir qu'ils vendent très rapidement. Si les dates sont décalées, c'est-à-dire qu'il dit acte de vente 19 décembre, prise de possession, par exemple, qui irait au 19 février, ça pourrait soit qu'il a déjà acheté et qu'il a besoin des fonds pour acheter une autre propriété et que pendant ce délai de 2 mois supplémentaires, il va entamer ses recherches pour acheter une autre propriété. C'est un vendeur motivé. Donc, encore une fois, il va falloir respecter ces dates. Peut-être que ça va être justement une négociation qui ne va pas se jouer sur le prix, mais plutôt sur les dates précises. Une autre situation qui est super intéressante à regarder, et puis que parfois, en tant qu'acheteur, lorsqu'on voit justement une vente sans garantie légale, ça laisse sous-entendre beaucoup plus de risques pour l'acheteur. Et c'est vrai. Toutefois, il va être important de regarder des deals qui vont se faire dans les ventes sans garantie légale. Je m'explique. Parfois, en fait, en tout temps, les successions, lorsqu'ils vont vendre sans garantie légale. La raison est simple, la succession n'a jamais habité l'immeuble la plupart du temps, à moins que ça soit un mari, un époux de la personne qui est décédée dans l'immeuble ou le propriétaire de l'immeuble qui est décédé. Donc, dans ce cas-là, il connaîtrait l'immeuble. Mais encore une fois, la grande majorité des successions sont vendues sans garantie légale. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on voit une vente sans garantie légale, on pourrait justement penser que ça pourrait être une vente de succession. Et dans ce cas-là, les ventes de succession ne veulent pas rester indéfiniment avec une propriété à vendre. Le but d'une succession, c'est justement de liquider tous les biens pour que les héritiers puissent profiter de la liquidité de la succession. Donc, il n'y aura aucun avantage à garder longtemps sur le marché une propriété d'une succession. C'est pour ça que je vous dis, regardez les ventes sans garantie légale. Encore une fois, certains vont me dire, ouais, mais Mathieu, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont pressés de vendre à tout prix, à des prix qui vont justement pas refléter la valeur de l'immeuble. Je suis d'accord. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il y a une charge qui est reliée à garder un immeuble. Premièrement, on a les assurances. Puis il ne faut pas oublier qu'un immeuble qui n'est plus habité, si la succession n'a plus personne qui habite l'immeuble, les assurances vont beaucoup grimper. Non seulement ça, mais il y a beaucoup d'aspects qui ne seront plus assurés. Donc, c'est un risque supplémentaire pour la succession de garder un immeuble qui n'est pas habité. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, hydro. Il faut quand même chauffer l'immeuble. C'est pas parce qu'elle n'est plus habitée qu'il ne faut pas la chauffer. Ça, c'est une autre charge qu'on ajoute. Taxe municipale, taxe scolaire. Ce sont toutes des charges qui ne reviendront jamais dans les poches des héritiers. Donc, plus longtemps qu'ils gardent l'immeuble, plus longtemps qu'ils doivent payer ces charges-là. Deuxième type de deal qu'on va souvent négliger, c'est les propriétés qui sont trop longtemps sur le marché. La raison numéro 1, ça va être le prix est bien trop élevé, donc on n'osera même pas aller faire une offre par peur de ne pas envoyer un message de respect au vendeur en faisant une offre déraisonnable. C'est un fait. On ne veut pas avoir un manque de respect envers le vendeur pour éviter justement qu'il nous réponde. Toutefois, ça reste un énorme avantage de prospecter, de solliciter les propriétés qui ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Comment qu'on peut considérer une propriété qui ça fait longtemps sur le marché? Eh bien, une propriété qui va durer plus de 6 mois
1 an sur le marché, c'est une propriété que ça fait longtemps. On pourrait dire très longtemps qu'elle est sur le marché. Donc, vous allez avoir plusieurs avantages à prospecter ce genre de propriété-là. Premier avantage, c'est un faible intérêt des acheteurs. Donc, ce genre de propriété-là, que ça fait 6 mois, 1 an, la majorité des acheteurs qui auraient été tentés d'acheter la propriété l'ont tous déjà vu et n'ont pas fait d'offre ou ne se sont pas entendus avec le vendeur sur une offre que les deux voulaient accepter. Donc, vous avez beaucoup moins de compétition, étant donné qu'il y a moins d'acheteurs qui veulent la propriété. Donc, ça reste un peu comme un deal, je dirais, entre guillemets, caché à la vue de tous. Tout le monde voit le deal, sauf que personne n'ose aller faire une offre fortement à la baisse. Deuxième avantage, souvent, qu'est-ce qu'on va voir dans ces propriétés-là, c'est que l'état de la propriété est fortement négligé, ce qui fait en sorte que les acheteurs n'osent pas faire une offre, étant donné que aujourd'hui, les acheteurs, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils aiment les propriétés qui sont clés en main. Donc, une propriété qui a été plus négligée va perdre énormément de valeur, malgré que le coût pour la remettre au goût du jour ne va pas coïncider avec la perte de valeur. C'est-à-dire, si ça coûterait par exemple 50 000 pour la remettre au goût du jour, ou des fois des montants même inférieurs à ça se peut que la perte de valeur associée à ça soit d'autant plus élevée que le montant-là. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un pain. Excusez mon anglicisme, mais c'est quelque chose qui est douloureux pour l'acheteur, sachant qu'il dépense une énorme quantité d'argent pour acheter la propriété et qu'en plus, il doit faire des travaux dedans. Donc, il va faire une baisse de prix d'autant plus basse que qu'est-ce qui est la réelle valeur du coût des travaux. Donc, ça, c'est une autre opportunité, étant donné qu'on peut l'utiliser aussi face aux comparables, c'est-à-dire s'il y a d'autres propriétés qui se vendent à des prix inférieurs à celle qui est inscrite, et puis qu'en plus les autres propriétés étaient plus au goût du jour et étaient moins délabrées, eh bien c'est une grosse négociation. Avantage numéro 3 qu'on oublie souvent, c'est qu'un vendeur veut vendre. À moins qu'il teste le marché, un vendeur veut vendre et a un autre projet qu'il veut réaliser. Donc, lorsque ça fait 6 mois, 8 mois qu'il n'a pas reçu d'offre, qu'il n'a pas reçu de visite, il va être tout oui à recevoir une offre, peu importe le montant. Encore une fois, faites pas une offre 90% à la baisse par rapport à son prix inscrit. Il faut que vous soyez absolument très préparé pour faire une offre avec des comparables solides, peut-être même des estimations des coûts qui sont à faire sur la propriété pour justement démontrer que le prix que vous offrez est backé par quelque chose. Hein? Ce n'est pas sorti comme de la poudre aux yeux dans les airs. Oups, un petit 200 000 de moins sur la valeur de ta propriété. Non, c'est les coûts réels qui sont reflétés dans mon offre d'achat. Donc, un vendeur va recevoir une offre 6 à 8 mois plus tard qu'il a déjà mis en vente la propriété, qu'il n'y a eu aucun attrait de la part des acheteurs, va peut-être être beaucoup plus désespéré et flexible sur le prix si surtout vous avez démontré le pourquoi que vous offriez un prix aussi bas. Donc, en résumé, les types de deals, on a les propriétés que ça fait trop longtemps qu'ils sont sur le marché, et puis on a les vendeurs qui doivent absolument vendre avant une date donnée. Ce sont deux types de deals qui sont très intéressants à regarder. Afin de maximiser votre offre, il va être important que vous fassiez des concessions sur des points qui ne sont pas importants pour vous. La négociation, il faut absolument que les deux parties se sentent gagnants. C'est pas un combat de bras de fer. C'est pas savoir c'est qui le plus fort, c'est qui a le plus arnaqué l'autre partie. Au contraire, on veut que les deux parties sentent qu'ils ont gagné dans l'offre. Donc, dans la négociation, il va être super important, comme j'ai dit, de concéder des points qui ont peu de valeur ajoutée, mais qui ont une forte valeur ajoutée de l'autre côté de la médaille, de l'autre partie. Sinon, si vous voulez absolument tout garder vos points, c'est-à-dire vous voulez garder le prix, mais vous ne voulez pas être flexible sur les dates en plus,
eh bien, il n'y a aucun intérêt du côté du parti vendeur à accepter votre offre. C'est pourquoi il va être super intéressant d'être négociable sur des points qui ont peu de valeur. Si vous recherchez un prêt agressif, essayez de concéder d'autres points dans les conditions. Étant donné que vous voulez absolument un prix compétitif, le vendeur lui veut peut-être des dates ou peut-être justement que votre condition de vente de la propriété, si vous êtes capable d'acheter sans la condition de vente, ça pourrait être justement un gros point en négociation pour démontrer votre sérieux en disant, écoute, finalement, si c'est peut être avantageux pour toi, je vais retirer ma condition de vente de la maison, je vais quand même vendre ma propriété, mais je suis capable d'acheter la propriété. Je comprends. C'est pas tout le monde qui peut acheter une propriété sans vendre leur propre propriété en ce moment. Mais si vous êtes capable, ça peut être un énorme gain de votre côté. Ça peut faire en sorte que vous pouvez aller chercher plusieurs milliers de dollars de plus en négociation, étant donné que le vendeur de l'autre côté se dit l'offre est d'autant plus sérieuse. Il y a moins de conditions qui font en sorte que l'acheteur pourrait se retirer en cours de route. Si l'acheteur décide que finalement la propriété ne se vend pas, il déchire la promesse d'achat et il s'en va. Donc, c'est très important de justement céder des points pour avoir d'autres points qui sont super importants pour vous. L'atout le plus majeur que souvent les gens passent à côté et ne respectent pas, ou bien, comment je pourrais m'exprimer là-dessus? Je dirais que les gens vont penser que c'est superflu. Eh bien, c'est le respect des délais, le respect des dates. C'est un atout super majeur, étant donné que, justement, des fois, des gens achètent conditionnel à vendre leur propriété. Leur propriété qui est à vendre en tant qu'acheteur, mais maintenant en tant que vendeur, doit se conclure pour qu'ils puissent acheter finalement l'autre propriété. Donc, il sera super important pour eux que la date des clôtures, la date de l'acte de vente, prise de possession, soit fait. Soyez préparés financièrement. Encore une fois, souvent le monde va me dire, ouais, mais Mathieu, c'est pas grave, je vais me faire prioriser du moment que mon offre est acceptée, je suis pas pressé. Je comprends. Mais vous allez perdre énormément de pouvoir en négociation parce que vous reflétez un acheteur qui n'est pas sérieux dans ses démarches. Et soyez préparés financièrement. Faut pas oublier que quand on a un deal, souvent, on a juste une balle dans le pistolet. C'est-à-dire qu'on a seulement un coup de feu. On a seulement un moment pour nous permettre de négocier en notre faveur. Des fois, on va avoir justement le deal sur la table. Imaginez que ça tombe parce que finalement, vous auriez besoin d'un délai de 4-5 jours supplémentaires pour finaliser votre préautorisation ou votre financement final. Ça serait vraiment déplorable parce que si vous étiez déjà préparé auparavant, avant de faire l'offre, vous n'auriez sûrement pas eu besoin de ces 4-5 jours de délai supplémentaire, ce qui aurait fait en sorte que vous auriez closé le deal. Donc, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que des deals immobiliers, il y en a dans toutes les gammes de prix, il y en a dans tous les types d'immeubles qu'on recherche. Ce qui est le plus important en négociation et puis trouver le deal, ça va être justement concéder des points qui ne sont pas importants pour nous pour justement faire valoir les points qui sont plus importants et puis repérer le type de deal, repérer le type de vendeur afin de rendre votre promesse d'achat le plus alléchant possible pour le vendeur. Qu'on ait une promesse d'achat qui rejoint les points principaux du vendeur, qui ne sont pas toujours le prix. On pense souvent que le prix est le point majeur. C'est vrai, en tant qu'acheteur, on veut payer le moins possible, mais il ne faut pas oublier que du côté vendeur, parfois, il y a d'autres moyens, il y a d'autres choses en arrière de la médaille qui se cachent, c'est-à-dire qu'on a acheté une autre propriété, on a des dettes qui nous croulent sur la tête, donc il faut vendre rapidement. C'est très important de considérer ça pour justement vous permettre d'avoir un deal en immobilier. Ceci met maintenant fin au podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit 5 étoiles sur Spotify. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode de Imo Expresso Podcast.